Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, à l'invitation de François Bayrou, pour parler d'un thème qui m'est cher. D'abord, le progrès au sens large. Je trouve que c'est un thème extraordinairement moderne. Malheureusement, il a un peu disparu des différents discours, du discours politique, on en a parlé, mais également du discours scientifique, et je le regrette, au détriment d'un autre terme, et je vais commencer mon introduction par cela, qui est l'innovation. Et donc, je vous propose, dans un premier temps, de voir comment le progrès s'est subtilement effacé derrière ce mot innovation, qui est un des mots assez caractéristiques de notre époque, un mot fourre-tout, un mot dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Et je le redis, je trouve qu'il caractérise assez bien notre époque, alors qu'au fond, pour moi, le mot qui est absolument indispensable, c'est le progrès. Comme on m'a demandé de traiter un sujet qui me passionne, qui est la révolution numérique, progrès ou innovation, eh bien j'essaierai de vous dire ensuite comment, dans ma vie de tous les jours, je suis aujourd'hui chef d'entreprise d'un groupe qui s'appelle Atos, qui a 100 000 ingénieurs dans le monde, qui est le leader européen des technologies de l'information. J'essaye d'appliquer ces concepts, et notamment par rapport aux innovations, par rapport au progrès, par rapport à tout ce sur quoi nous travaillons sur les 20 ou 30 ans qui viennent. Avec les conséquences, évidemment, aussi bien en ce qui concerne la façon de travailler, dont vous avez beaucoup parlé, avec les conséquences en ce qui concerne la façon de créer des richesses, Luc Ferry l'a évoqué tout à l'heure dans ses propos, avec également la façon de les redistribuer, et encore une fois, toutes les conséquences que cela a derrière. Alors il se trouve que dans ma vie, j'ai eu la chance à la fois de diriger des grands groupes technologiques, que ce soit Thomson, France Télécom, aujourd'hui Atos, d'être ministre de l'économie et des finances, ce qui est un honneur. Comme vous le savez, ceux qui ont suivi mon action, je me suis attaché à réduire la dette, sujet dont on a beaucoup parlé avec François Bayrou, et c'est du reste la seule fois au cours des 30 dernières années qu'on l'a réduite. Hélas, mes successeurs se sont empressés de la réaugmenter massivement. Et puis également du monde académique, puisque j'ai toujours exercé des fonctions d'enseignement. Je n'ai jamais arrêté, y compris lorsque j'ai quitté le gouvernement, où je suis allé à Harvard enseigner pendant 2 ans. Et je continue du reste à le faire. Donc, première partie, eh bien, qu'est-ce que finalement veut dire innovation? Il faut le redéfinir. La question, encore une fois, elle n'est pas innocente, parce que le mot progrès, il est de plus en plus éliminé du discours public. Il s'est comme recroquevillé sous un autre vocable, celui d'innovation. Et l'innovation est devenue l'horizon ultime de la politique. J'en veux pour preuve la Commission européenne, qui s'est fixé ce fameux objectif 2020, Europe 2020, qui devait et qui doit prendre le relais à la stratégie de Lisbonne, qui avait été, elle, promue en 2000, et qui visait à faire de l'Union européenne le premier continent en matière d'économie de la connaissance. Le document de référence qui sous-tend cette stratégie 2020 part du principe que la compétitivité, l'emploi, le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement, si ce n'est exclusivement, de ses capacités à promouvoir l'innovation. L'innovation qui, je cite ce que en dit la Commission européenne, est le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les problèmes auxquels notre société est confrontée et qui, chaque jour, se posent de manière plus aiguë, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie, de la raréfaction des ressources, de la santé ou même du vieillissement de la population. Mais en fait, de façon assez surprenante, le mot innovation, qui pourtant est cité plus de 300 fois dans ce document de 60 pages, n'y est jamais défini. Pourtant, l'importance des enjeux pour la décennie qui vient, notre décennie, mérite qu'on s'interroge sur la cohérence des diverses orientations qui sont associées à ce mot. L'innovation,
Suppose-t-elle la découverte? Réclame-t-elle l'invention? Doit-elle prolonger les cycles en cours et les structures existantes? Ou bien doit-elle au contraire ouvrir des voies radicalement neuves, substituer des techniques inédites à célérité du passé? La révolution numérique est-elle donc simplement un progrès ou plus largement une innovation dans tous les sens de l'acceptation de ce terme qu'il a pu recourir au cours de l'histoire? Mais donc, interrogeons-nous une seconde sur ce mot innovation. D'où vient ce mot? Innovation vient du latin innovare. Et innovare, ça veut dire revenir à. Donc, aucun rapport avec le mot qu'on utilise aujourd'hui. C'est en bas latin, durant le Moyen-Âge, que le terme a pris le sens de renouveler. Avant, ça voulait dire revenir au point de départ, à nouveau, à l'intérieur, en étant bien attentif à rester à l'intérieur et ne pas s'en échapper. Innovare, c'est donc presque l'inverse du sens que le mot a pris aujourd'hui. Quoique, on va revenir justement sur cette polysémie qui le caractérise aujourd'hui. Et le thème est donc passé progressivement dans les langues romanes à travers le vocabulaire juridique du IIIe siècle, où il est devenu, dans le jargon juridique, synonyme d'introduire une nouvelle clause dans un contrat préexistant. On ajoute quelque chose dans quelque chose qui est déjà là, sans le dénaturer. Par exemple, quand on fait un testament et qu'on a besoin de rajouter une clause, eh bien, on va rajouter cette clause sans dénaturer le testament, on va donc innover. De là, le terme va s'introduire dans le langage théologique, le langage religieux, et un peu pour les mêmes fonctions qui sont de préciser un point du dogme. Il y a telle ou telle cérémonie, tel ou tel rituel qui préexiste, et on y ajoute quelque chose, surtout sans modifier le contenu, attention, on est dans la période de l'Inquisition, pour préciser un point de dogme, le renforcer. On est encore au sens étymologique latin du terme innovare, revenir à, mais maintenant en le renforçant. Un discours innovant en théologie ne rompt surtout pas avec le dogme, mais plutôt va le renforcer sous un autre éclairé. Innovatio, surtout pas de changement substantiel. En politique, c'est un peu la même chose. Ça va commencer à devenir ambivalent, et c'est un grand philosophe qui est Machiavel, qui, dans Le Prince, va le premier s'emparer du mot « innover » pour qualifier l'action qu'il va dicter pour les princes. Le prince qui veut prendre le pouvoir, il va innover, au sens de Machiavel, dans le sens où il va pratiquer des ruptures, prendre les uns et les autres par défaut, par surprise. Ou bien, et c'est le deuxième volet que va développer Machiavel en 1513, ou bien il va innover lorsqu'il aura pris le pouvoir pour toujours surprendre, mais en restant à l'intérieur de ce pouvoir établi. C'est la première fois, en fait, que le terme innover va prendre cette connotation politique. C'est seulement au XVIIe siècle, je vais essayer d'accélérer un peu, mais c'est important, encore une fois, de revenir sur ce point pour comprendre les révolutions qui s'annoncent, que le thème d'innovation, vous voyez qu'on est au XVIIe siècle, va commencer à se rapprocher de l'idéologie de progrès, avec quelqu'un dont j'estime qu'il a été le premier inventeur de la notion de progrès au sens scientifique du terme, qui est Francis Bacon. C'est lui, vraiment, l'inventeur du mot progrès. Avant progrès, qui vient aussi du latin progressus, voulait dire avancer. Par exemple, l'avancée des armées romaines. Bacon est le premier qui va nous dire que nous pouvons aller plus loin à condition de progresser. C'est-à-dire apporter quelque chose de nouveau. Il était du reste très averti des réticences dans la société à cette idée de progrès. Il a du reste, d'ailleurs, essayé de désarmer un certain nombre de résistances qui pouvaient s'élever face aux idées de progrès, face aux écueils des conservatismes et des fanatismes. On est au XVIIe siècle. Et en particulier, dans son dernier livre, 1626, un formidable petit essai que je vous incite à regarder, « Les essais et les conseils politiques et moraux », il va consacrer pour la première fois un chapitre entier aux innovations,
En anglais, il écrivait en anglais, comme vous savez, On Innovations. Et c'est dans un contexte moral et politique, mais par les exemples qu'il prend, et par l'arrière-fond qui est le sien, qui est une sorte de modernisation et d'apparition d'esprit scientifique, qu'on voit une transition pour la première fois s'opérer. Du reste, vraiment, on pourrait reprendre mot pour mot les termes qu'il va qualifier sur l'innovation et le progrès, et c'est le moment dans notre histoire où apparaît cette sorte de symbiose dans le temps. Le temps dont parle Bacon dans ce chapitre, pour lui, c'est un temps qui est corrupteur. Un peu du reste comme le texte de la Commission européenne, qui dit que si on ne fait rien, on sera incapable de relever les défis qui s'ouvrent à nous. Bacon, lui, conçoit le temps comme un temps corrupteur, un temps orienté qui va vers la dégradation des choses. Et la seule façon de lutter contre ces effets destructifs, eh bien précisément, ce sont les progrès scientifiques et techniques. Et là, on n'est plus très loin de l'idéologie associée au terme d'innovation aujourd'hui. Machiavel, lui, on l'a vu, il était dans une innovation de rupture. Bacon, au contraire, il est dans une logique, disons, incrémentale, plus progressive, qui s'intègre en douceur dans la société. Alors évidemment, l'innovation, c'est aussi l'innovation sociale. Et ce terme-là, on va le voir apparaître à la fin du XIXe siècle, avec Gabriel Tarde, qui était le grand rival d'Émile Durkheim, qui, pour la première fois, lui, va mettre vraiment ce mot d'innovation en référence à l'aspect sociologique. C'est dans son livre en 1890, Les lois de l'imitation, qu'il va en parler. Mais il a une vision évidemment beaucoup plus sociologique, j'allais même dire psychologique, au sens psychologie collective, pour décrire des comportements collectifs et dire que finalement, il va introduire un terme un peu flou pour caractériser, je dirais, l'effet moutonnier, entre guillemets, des masses, de ses compatriotes, et pour signifier donc un changement dans les comportements. On va innover pour adopter des ruptures, se les approprier et faire comme tout le monde, faire comme les autres. L'innovateur ici, c'est celui qui a adopté des nouvelles idées ou des nouveaux comportements, des nouveaux objets, qui va donc les inclure dans un changement de comportement. On appelle ça les early adopters maintenant en technologie, ceux qui les acquièrent immédiatement, et qui va prendre un ancien objet pour en faire un nouvel usage. Autrement dit, ça n'est pas du tout l'inventeur, au niveau de l'inventeur qui se situe, mais au contraire, au niveau de la réception. D'où la première distinction entre invention et innovation. Il peut y avoir innovation sans invention, de même que toutes les inventions ne se traduisent pas en innovation. Et avec Tarde, pour la première fois, l'innovation est un changement sans qu'on s'en rende compte forcément. C'est du reste, je le rappelle, que dans les années 90, 1990, que le terme innovation commence à monter en puissance au niveau des États, avec les politiques des États technologiques et d'innovation, puis simplement d'innovation. Un État aujourd'hui qui n'aurait pas une politique d'innovation ne serait pas un État digne de ce nom. Et pourtant, on le voit, derrière ce mot, il y a de multiples formes. Maintenant, signe des temps, c'est la publicité de ce mot qui en fait toute sa valeur. C'est le fait précisément qu'il n'ait pas un sens précis qui fait qu'on l'utilise. Le fait qu'il ait plusieurs sens et surtout le fait qu'il soit connecté à un champ sémantique particulier, celui de l'économie, c'est le dernier point que je veux adresser devant vous avant de passer dans la deuxième partie de mes propos. Car la deuxième grande tradition de l'innovation qui va lui donner toute son ampleur, c'est l'économie, et ça nous vient de Schumpeter en 1911, qui, pour le premier, va en parler. Alors vous vous souvenez tous que Schumpeter, c'était un vrai libéral, il avait un problème majeur avec le marxisme. Il s'opposait au marxisme qui dit que le capitalisme évolue spontanément vers un phénomène de concentration et la création des oligopoles. Schumpeter, lui, il hait les oligopoles et surtout les rentes qui en découlent. Et donc, il va conceptualiser ce fameux concept de destruction créative, avec deux principes. Soit la destruction violente, il pense notamment à la guerre, comme renouveau, avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce concept violent, soit la destruction des rentes par l'innovation. On change quelque chose dans les mécanismes de production et ces changements, par l'innovation qu'ils vont générer, cassent les monopoles et créent, pour Schumpeter, la concurrence bénéfique. L'innovation est donc définie comme une démarche économique créatrice de valeur. Et vous voyez donc que la boucle est bouclée. Derrière le mot innovation,
Il y a évidemment d'abord rester, modifier, sans trop bousculer. D'abord, évidemment, on l'a vu d'un terme juridique, et puis religieux, et puis politique, et puis sociologique, et puis économique, et puis scientifique avec Bacon. Et aujourd'hui, ce mot ne nous permet plus d'aller de l'avant, car il faut repréciser, et c'est tout le sens maintenant de la deuxième partie de mes propos, ce qui se cache derrière la révolution que nous vivons. Innovation technologique en matière de révolution de l'information ou tout simplement progrès technique. Eh bien moi je vais vous dire, au risque peut-être d'en surprendre certains, que j'opte résolument, après ces propos liminaires, pour le deuxième volet. Car pour moi, qui travaille dans les technologies de l'information, François s'en souvient depuis maintenant plus de 35 ans. Merci François. On n'a pas changé du reste, ni toi ni moi. Eh bien, et par parenthèse François, je vais te dire une nouvelle qui va te faire plaisir. J'étais avant-hier au Futuroscope de Poitiers, que tu connais bien, et puisque j'ai eu la chance, il y a plus de 30 ans, d'être le co-concepteur du Futuroscope aux côtés de René Monory, et nous fêtions, il y a 2 jours, le 30e anniversaire du Futuroscope. Et le thème que nous avions pris à l'époque, j'étais jeune, j'avais 30 ans à peine, même pas, et le thème que nous avions pris, c'était précisément essayer de nous projeter sur les 30 ans qui viennent, sur ce que les technologies de l'information, on est au cœur de notre débat, et du numérique, allaient apporter en termes de changement sur un triptyque, qui est une sorte de triptyque fondateur de la société, il en faut 3, la capacité de se former, comment ça va changer, cette capacité de se former, indispensable, de travailler, mais aussi d'évoluer ensemble, de communiquer, de se distraire. Et c'est sur ce triptyque qu'on a bâti progressivement le Futuroscope, et je dois dire très immodestement, avec les 2 millions de visiteurs annoncés l'année dernière, que j'ai trouvé que ça n'avait pas trop vieilli, même si, pour moi, cet aspect dont on va parler maintenant n'est que la première vague d'une révolution scientifique et technique, porteuse de progrès, beaucoup plus profonde que le numérique, qui est un peu, comme je l'ai qualifié en ce qui concerne l'innovation, un terme fourre-tout, un terme galvaudé. En fait, une représentation du monde numérisée entre 1 et 0, avec tout ce que ça a à la fois de facilité pour pouvoir mieux le traiter, mais aussi de réduction. Non, le monde ne se réduit pas à une suite de 1 et de 0. Même si aujourd'hui on a tous nos avatars, même si aujourd'hui on utilise le théorème de Shannon dans les années 50, qui a permis effectivement de théoriser l'information pour en avoir un accès plus simple. Non, derrière tout cela, il y a une révolution beaucoup plus profonde, dont pour moi, la révolution numérique n'est que le premier aspect visible et perceptible. Et cette révolution, c'est la révolution quantique. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure ce que nous disait Luc Ferry. Par parenthèse, Luc, hélas, c'est raté pour nous. On a plus de 60 ans, donc la génération qui vient, elle va peut-être vivre 130, 140, 150, aux conditions que tu as indiquées. Pour nous, c'est fini, quoi. Donc moi, je préfère Oscar Wilde, qui nous dit, avec Dorian Gray, qu'au fond, il y a 2 hypothèses dans la vie. Ou bien on ajoute de la vie aux années, on a plein de vie dans une vie, ou bien on ajoute des années à la vie. Bon, pour ajouter des années à la vie, avec la réalité augmentée, la vie augmentée, fabriquée, réparée, etc., c'est un peu raté. Donc moi, j'ai pris une bonne décision. J'ajoute plein de vie à ma vie, comme ça, ce qui est pris est pris. Et du reste, le numérique m'y aide énormément. Je suis ici, mais ailleurs. Je vous parle, mais je sais que derrière, avec ce petit objet qui a une puissance de calcul qui est supérieure à celle d'un Cray dans les années 80, c'est-à-dire du super calculateur, dès que je vais arrêter, je vais aller voir ce qu'on m'a envoyé, j'aurai des nouvelles de mes enfants qui sont à Londres ou à Berlin, j'en passe et des meilleurs. Peut-être même, François, on aura des sondages. On va voir. Même s'ils sont interdits, mais il paraît que de l'autre côté du lac Léman, ils sont autorisés. Enfin bon, voilà, tout ça montre que le monde se recompose. Je reviens à mes propos et à la révolution quantique.
Et pourquoi je vous dis cela? D'abord, qu'est-ce que c'est que cette révolution quantique? Il faut voir que, et là vraiment, je le dis avec beaucoup de force, je suis un scientifique, je dirige des groupes scientifiques, technologiques, et donc je suis obligé de m'intéresser à ces questions, parce que, évidemment, quand on dirige un groupe de 100 000 ingénieurs, ce qui est le cas d'Atos aujourd'hui dans le monde, on est présent dans 72 pays, qu'on a 15 centres de recherche, qu'on est leader européen dans ces technologies de l'information, que ce soit la cybersécurité, que ce soit les paiements électroniques, que ce soit les supercalculateurs, il faut s'intéresser, il faut aimer, évidemment, ces technologies et ces sciences. Alors d'abord, la révolution quantique, la mécanique quantique, c'est vraiment né. C'est né entre 1905 et 1925, et notamment avec 1905, cette fameuse année miraculeuse, dont je suis certain qu'Étienne Klein vous a parlé tout à l'heure. Je tiens à vous dire du reste, pour lui rendre hommage, que la première partie de mes propos, c'est des discussions que j'ai avec Étienne Klein sur l'innovation, et notamment avec un de ses collaborateurs qui a écrit des articles formidables sur l'innovation. Étienne Klein le sait, c'est notre plus grand spécialiste aujourd'hui de cette période. Il permet de la vulgariser, de le rendre accessible à tous, y compris dans son dernier livre sur Einstein, que je vous incite tous à lire. Et au fond, Einstein a été le premier à jeter les bases de la mécanique quantique. Et puis après ça, ça a été quand même une bande de jeunes Européens, un peu fous, entre 1905 et 1925, tous qui avaient moins de 30 ans, que des Européens, qui ont jeté les bases d'une nouvelle physique, alors que Lord Kelvin, éminent scientifique anglais, en 1900, nous dit que on n'attend plus rien de la physique, on a tout compris avec la mécanique newtonienne, avec Maxwell, électromagnétisme, avec la thermodynamique et Carnot. On a à peu près tout compris, on comprend tout notre environnement, et il n'y a plus grand-chose à attendre. On est en 1900. Peut-être un ou deux petits éléments encore à éclairer, et c'est ces deux petits éléments qui nécessitaient de creuser un petit peu pour mieux comprendre l'infiniment petit qui régit les lois de la matière et aussi de la lumière, que ces jeunes Européens, qui ont tous moins de 30 ans, vont changer radicalement la façon de voir les choses. Et alors ce sont les Pauli, les Schrödinger, les Heisenberg, évidemment Einstein, les De Broglie, et tous ces jeunes qui se réunissent à l'hôtel Métropole à Bruxelles ou à Copenhague avec Bohr et Planck vont finalement jeter les bases d'une révolution qui, comme toutes les révolutions techniques, va prendre d'abord un siècle. Vous prenez l'électricité, vous prenez la machine à vapeur, vous prenez la thermodynamique, vous prenez l'électromagnétisme, vous prenez les lois de la mécanique générale de Newton. Il faut à peu près un siècle pour qu'on comprenne, en gros, qu'on s'en empare, puis après ça, un siècle pour que ça commence à modifier, alors qu'on s'est approprié ces technologies, ces techniques, ces aspects scientifiques, notre façon de, on revient au futuroscope, vivre, travailler, échanger, se distraire, produire des richesses, apprendre. Un siècle, donc, entre 1905 et puis 2000, où au fond, et j'en viens à ça, pourquoi je dis que la révolution numérique n'est que le premier aspect? Parce que sans mécanique quantique, il n'y a absolument pas de révolution numérique. Ce qui rend la révolution numérique aujourd'hui accessible et porteuse de tous ces bouleversements dont vous avez parlé, et dont vous parlerez encore aujourd'hui et demain, c'est évidemment le fait qu'on peut communiquer à la vitesse de la lumière, on peut créer des milliards d'informations, les stocker, les échanger, créer de la richesse avec les algorithmes qui vont être utilisés pour précisément les extraire, être également géolocalisé. On parlait d'Airbnb, on parlait d'Uber tout à l'heure, c'est parce qu'on est géolocalisé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Les toutes premières applications, il va y en avoir beaucoup d'autres de la mécanique quantique. Un mot d'abord sur la mécanique quantique. Il y a deux principes de base. Alors pardon, François, tu vas dire vraiment, c'est la dernière fois que tu m'invites. Je fais un petit cours de mécanique quantique, là, il fallait oser. Mais je vais en rester à deux éléments importants. Le premier, c'est le principe de superposition. En mécanique quantique, on ne sait plus dire où se trouve une particule et sa vitesse au même moment. Elle est partout et nulle part. C'est le principe d'incertitude ou d'indétermination d'Heisenberg. Et ça, c'est un élément, voilà, une particule, elle est plus à un endroit donné. Elle est partout et nulle part en même temps. Premier principe. Deuxième principe, lorsque vous prenez deux particules et qu'elles sont entrechoquées, on dit à ce moment-là qu'elles sont intriquées,
peut être des atomes, ça peut être des photons. Aspect, Monsieur Aspect, qui a été le premier en 1981 à mettre cette évidence, il a fait s'entrechoquer 2 photons. Il a constaté ensuite, conformément à la théorie et aux équations de Schrödinger, que ce qui arrive sur l'un, une fois qu'ils ont été intriqués, c'est-à-dire qu'ils ont été entrechoqués, ce qui arrive sur l'un arrive exactement sur l'autre, instantanément, à quelque endroit qui se trouve dans l'univers. En d'autres termes, prenez 2 particules, elles sont entrechoquées, elles sont à ce moment-là intriquées, éternellement, pour peu qu'on évite la décohérence, et ce qui arrive sur l'un arrive sur l'autre, quels que soient, encore une fois, les milliards d'années-lumière auxquels ils peuvent se trouver. Ce principe même d'intrication est le principe qu'on va utiliser, nous, effectivement, dans mon métier, je vais y revenir, pour des problèmes de sécurité, et je vais y revenir. C'est les 2 principes de base, je ne vais pas être plus long là-dessus. En revanche, qu'est-ce que tout ça a généré quand on a commencé à essayer d'y travailler un peu plus près et commencer à se l'approprier? D'abord, la supraconductivité et les transistors. Ils sont nés de cela. Le premier ordinateur, il est né en 1943, dans ce fameux projet Manhattan, pour essayer de bâtir une machine qui permettait d'avoir suffisamment de puissance de calcul pour, comme vous le savez, l'arme nucléaire, sur laquelle travaillaient donc les Américains et tous les scientifiques qui avaient été, du reste, qui avaient fui l'Europe en guerre et qui avaient été accueillis par les Américains. Et cet ordinateur, il faisait 18 tonnes, 32 tonnes, il y avait 18 000 tubes, c'était à ce moment-là des tubes, on n'était pas encore avec des transistors. Et alors évidemment, c'était à Los Alamos, il faisait chaud. Et en fait, ce qui était très difficile, c'était d'éviter les courts-circuits, parce il y avait beaucoup de moustiques et de mouches, on appelle ça en anglais des bugs. Et donc il y avait des armadas entières de jeunes militaires américains qui avaient un plumeau. L'arme, ce n'était pas la baïonnette, c'était le plumeau. Et ils passaient leur journée à aller retirer les bugs qui se mettaient, les petites mouches qui se mettaient dans les tubes. Ça faisait des courts-circuits, d'où le terme débugger. Il vient de là. Et comme quoi, vous voyez, là encore, la sémantique, il faut toujours voir d'où ça vient. Ça rend un peu humble. Bon, on n'aurait pas pu aller très loin. Et c'est précisément en utilisant les principes de superposition, le premier issu de la mécanique quantique, qu'on a pu à ce moment-là aller un peu plus loin au niveau de la matière et trouver le transistor qui a permis effectivement, sur une représentation assez simpliste du monde, là on est dans un anthropomorphisme extrêmement simple, eh bien, de traduire le monde en suite de 1 et de 0, mais comme on pouvait en faire beaucoup, avec les portes logiques, eh bien on a commencé à avoir des puissances de calcul qui sont évidemment à la base de la révolution numérique elle-même, encore une fois, qui trouve son origine, encore une fois, dans le fondement de la mécanique quantique. Alors après ça, la supraconductivité, les transistors MOS et l'intégration de plus en plus importante des circuits intégrés. On est au cœur, encore une fois, de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on travaille au niveau des électrons, de la matière, pour pouvoir précisément, et la compréhension que nous donne ce regard de la mécanique quantique, pour pouvoir travailler de plus en plus vite et de plus en plus près des atomes eux-mêmes, en tout cas des électrons, qui vont être les vecteurs de ces fameux 1, suite de 1 ou de 0. Deuxièmement, il faut aller très vite. Souvenez-vous, moi je me souviens, quand j'étais enfant, on avait les premières, ça me montrait que ça ne nous rajeunit pas, les premières communications téléphoniques transatlantiques. C'était un fil électrique qui passait sous l'eau. Et là, il fallait attendre, on entendait le décalage, etc. C'était une révolution. C'était il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, on sait que pour pouvoir bénéficier précisément de ces milliards d'informations qui constituent notre environnement quotidien, dont on ne pourrait plus se passer du reste, il faut des fibres optiques. Et la fibre optique, elle fonctionne parce qu'il y a des lasers derrière, et le laser est la deuxième grande application de la mécanique quantique et de la physique quantique. Le professeur Kessler, du reste, en a été l'un des artisans, prix Nobel de physique français, du laboratoire de l'École normale supérieure, ainsi que Serge Haroche, prix Nobel de physique quantique, ainsi que Claude Cohen-Tanouji. Là encore, nous n'avons pas à rougir, on a été des acteurs premiers dans cette révolution. Je le redis, ce qui rend aujourd'hui possible la diffusion massive des informations, c'est le laser. Sans la mécanique quantique, pas de laser. Troisième aspect, troisième exemple, j'en ai déjà maintenant, le GPS. Le GPS a quand même modifié, on dit que ça c'est quand même une vraie révolution. Si je vous dis ça, c'est parce que ça me heurte lorsque j'entends un certain nombre de nos observateurs qui disent bon, voilà, un peu comme Lord Kelvin, à la fin du 19e siècle, on a tout inventé.
il y a eu l'électricité, il y a eu la machine à vapeur, bon ben maintenant il n'y a plus rien. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais donnons-lui un petit livre de Schrödinger, qui comprenne qu'on en est au tout début de ce que cet aspect des choses, cette technicité, va apporter en révolution dans les décennies qui viennent et tout au long du XXIe siècle. Le GPS, encore une fois, c'est principalement parce qu'on a réussi à mettre des horloges atomiques extrêmement précises, donc en gravitation, 36 000 km sur des satellites géostationnaires, et il utilise deux principes, le principe de la relativité générale d'Albert Einstein et le principe de la physique quantique qui permet d'avoir mis ces horloges atomiques, et par différenciation, on peut ensuite savoir très précisément à quel centimètre près on se trouve lorsqu'on a nos fameux petits récepteurs. Et ça, évidemment, si je prends ces trois exemples, pour vous dire, sans ces trois choses, il n'y a pas de révolution numérique. Hein. Donc revenons là où il faut revenir. Mais on va maintenant aller beaucoup plus loin. Et c'est là où je veux en venir. Moi, dans mon groupe, qu'est-ce qu'on fait? On traite l'information de nos clients, ils génèrent de plus en plus d'informations, et évidemment, on la stocke. Je me rends compte que, François, tu te souviens que quand en 1984, j'avais écrit un livre qui s'appelait Soft War, la guerre douce. Soft War, c'était le premier livre que j'avais romancé, j'avais 28 ans, pour expliquer comment les Américains pouvaient pénétrer l'Union soviétique en faisant tomber leur système informatique. Je ne m'étais pas tellement trompé, sauf que je m'étais trompé de sens, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est plutôt les Soviétiques ou les Russes qui font ça chez les Américains. Enfin, en tout cas, le principe y demeure. Les aspects de sécurité deviennent absolument essentiels. Les données que nous générons, c'est le patrimoine, c'est notre patrimoine commun, c'est l'or noir de demain. Alors, ou bien on ne fait pas attention à qui va les gérer, où elles vont, où elles sont localisées, et on sait où elles vont aller, dans ces fameux GAFA, de l'autre côté de l'Atlantique, et plutôt sur la côte ouest des États-Unis. On le sait. Ou bien on se dit, et c'est le combat que je mène ardemment auprès de la Commission européenne, avec le support du reste de mon ami Jean-Claude Juncker, et avec le support de nos amis allemands, les données des Européens, voilà, elles doivent être stockées, traitées, processées en Europe, avec nos propres systèmes de régulation. Et non pas faire en sorte que ces données, elles puissent partir n'importe où sans qu'on sache qui va les utiliser ensuite, et deux, qu'éventuellement, en utilisant des principes de droit extraterritoriaux, notamment issus des attentats du 11 septembre et du Patriot Act qui en a suivi, qui donnent aujourd'hui encore un droit au juge fédéral américain d'aller investiguer toute société américaine qui serait localisée en dehors des États-Unis pour demander de ramasser toutes les informations qui est à leur disposition sous des prétextes, souvent vrais, peut-être parfois moins vrais, de sécurité nationale. Cette extraterritorialité fait peser évidemment un risque d'une sorte de pseudo-droit à nos entreprises et à nos concitoyens européens. Et donc on le voit, donc nous, Atos, notre métier c'est ça. Il a fallu donc progressivement être présent dans le monde entier, ce qui est le cas. Nous avons créé une très forte coopération franco-allemande, parce qu'on ne peut pas être mondial aujourd'hui et à racine européenne si on n'est pas franco-allemand. J'ai donc repris les activités de Siemens. Siemens est devenu mon premier partenaire. Siemens possède 12% d'Atos. On a repris 33 000 ingénieurs de Siemens. C'est la plus grosse coopération industrielle après Airbus, la plus grosse. On ne le dit pas souvent, parce qu'on n'en fait pas la publicité. Mais l'ambassadeur d'Allemagne, Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, le rappelle en permanence. C'est le plus grand succès franco-allemand en matière de coopération industrielle. Et on pourrait dire qu'on a créé ainsi une sorte d'Airbus des technologies de l'information. J'ai du reste un siège à Paris et un siège à Munich, avec la moitié de mon comité exécutif à Paris, l'autre moitié à Munich. Car au fond, si je me projette dans les 30 ans qui viennent, ou on est européen, ou on n'est rien. Donc j'applique tout simplement ce que je pressens, ce que je vois, à la collectivité de femmes et d'hommes dont j'ai la responsabilité en tant que chef d'entreprise, et y compris toutes les parties prenantes qui sont autour, que ce soit les partenaires sociaux ou partenaires au sens large, les actionnaires et évidemment les salariés.
Mais derrière, évidemment, je me rends compte qu'il faut de plus en plus revenir à une localisation. Et ça, c'est intéressant parce que pendant 20 ans, on a considéré que finalement, la mondialisation pouvait tout délocaliser, y compris l'information, travailler à distance. Beaucoup d'entreprises ont commencé à développer ce qu'on appelle des activités dans nos métiers offshore, c'est-à-dire à distance, avec des ressources, par exemple en Inde, à bas coût, très bonne compétence, mais à coût qui est à peu près divisé par 2 par rapport au coût qu'on peut trouver pour un ingénieur en Europe ou aux États-Unis. Et moi, je me suis toujours opposé à ça, parce que j'estime que c'était vraiment une conception assez archaïque des choses. Et heureusement, on voit que maintenant, les usines, par exemple, les clients qui sont les nôtres, je prends par exemple les clients industriels, nous digitalisons, nous numérisons l'ensemble de l'activité de nos clients. C'est-à-dire qu'une usine est entièrement numérisée. Reste, Luc Ferry a évoqué tout à l'heure l'imprimante 3D, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met des milliards de capteurs partout dans les usines, on capte ces informations, on les stocke localement, on va les traiter localement, c'est-à-dire qu'on va amener la puissance de calcul localement. C'est tellement lourd du reste qu'on n'est plus dans le cloud, vous savez, ces fameux nuages, il y a tellement de données qu'on ne peut plus les envoyer, donc on est maintenant dans le fog, on n'est plus dans le cloud computing, l'informatique en nuage, on est dans le fog computing. C'est tellement lourd que ça devient un peu comme Londres du 19e siècle, c'est une espèce de fog, tellement les données sont lourdes. Et on va donc traiter ces données localement, on revient à une localisation, mais avec évidemment un profil qui est un profil beaucoup plus d'experts qui sont derrière tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai racheté Bull, que je connaissais bien, je l'avais dirigé dans les années 93 avec Jean-Marie Descarpentries, qui est la seule entité qui avait encore gardé ce savoir-faire de faire des supercalculateurs les plus puissants au niveau du monde. On a beaucoup redopé tout ça, on a accru très sensiblement nos efforts de recherche et développement, et aujourd'hui on fabrique, il faut le savoir, Atos fabrique les ordinateurs les plus puissants du monde. Il y a 3 fabricants, 4 si on commence à en avoir un peu en Chine, mais ils sont encore un petit peu loin, 2 aux États-Unis, nous en Europe, et les Chinois, les Japonais sont également un peu présents, mais ailleurs. Nous sommes aujourd'hui le premier fabricant mondial de supercalculateurs, et on est européen. Et on en a besoin dans tous les domaines. Militaire, évidemment, renseignement, je ne vous fais pas de dessin. On n'a rien à envier, là encore. Heureusement, on est dans un monde, un cyberespace, où il faut se protéger à la fois de façon défensive, mais aussi savoir être offensif quand il faut le faire avec les régulations d'État. Mais aussi, évidemment, en recherche, en médecine, on en a parlé, Luc Ferry a cité tout à l'heure Laurent Alexandre, où on stocke de plus en plus de données, où on les traite, on peut modéliser, par exemple, toute l'industrie automobile à nos systèmes, et aujourd'hui, on fait des... Vous savez que quand on a un véhicule, on le projette contre un mur on fait ce qu'on appelle un crash test, pour voir un peu comment, on le filme ensuite au ralenti, pour voir les parties qui sont les plus vulnérables, celles qu'il faut renforcer. Il fallait 7000 crash tests pour faire un véhicule, notamment toute l'industrie allemande utilise nos systèmes. Aujourd'hui, on a entièrement modélisé, il n'en faut plus que 7. C'est vrai aussi dans l'industrie aéronautique, c'est vrai dans tous les domaines, et là encore, je le dis, l'Europe n'a pas à rougir. Nous avons construit un leader européen en matière de technologie d'information, 100 000 ingénieurs dans le monde, c'est pas rien. Lorsqu'en 2008, j'ai rejoint le groupe, on était 42 000, on est aujourd'hui 100 000. On faisait 4,5 milliards de chiffre d'affaires, aujourd'hui on fait 12 milliards, et François, je vais te faire plaisir, sans dette. Sans dette. J'ai horreur des dettes, surtout quand les taux d'intérêt vont remonter. Comme on sait que c'est ce qui nous pend au nez, avec les conséquences qu'on peut imaginer pour l'Europe, et notamment la relation franco-allemande, dans les semestres qui viennent. Mais quand on travaille là-dessus, et par exemple on travaille avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, c'est nous, je peux le dire publiquement, car c'est public, qui, notamment, modélisons l'arme nucléaire française. Vous savez que depuis maintenant 20 ans, on ne fait plus d'essais, Dieu soit loué, nucléaires, y compris pour notre souveraineté donc nationale, et plus aucun pays ne fait d'essais, comme on a pu les faire par le passé, au Sahara, puis ensuite dans le Pacifique. C'est interdit. Et donc il faut modéliser, sur des systèmes numériques extraordinairement puissants et très consommateurs de puissance, l'arme nucléaire. C'est sur les ordinateurs Atos qu'on le fait. Et quand je discute avec le CEA, on s'est allé jusqu'à 2020-2025, mais derrière, il va falloir des puissances de calcul encore plus élevées. C'est vrai aussi pour la météo et d'autres choses en particulier. Et là, vous savez qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Moore, où on multiplie par 2 les puissances de calcul globalement depuis 1958 à peu près. Donc
dans cette partie de la physique, qui était une partie à la fois de la physique atomique et en utilisant des fondements de la mécanique quantique, qui nous a permis donc de graver des tranches de silicium, toujours de façon de plus en plus petite, de plus en plus condensée, parce qu'il faut toujours plus de puissance de calcul. Aujourd'hui, on a sorti il y a 1 an notre ordinateur pentaflopique, c'est-à-dire pentaflopique, ça veut dire qu'il peut traiter 1000 milliards d'informations par seconde. Par parenthèse, pour vous donner un ordre de grandeur, sur cet ordinateur, en 2 secondes, on peut lire toute la production mondiale de l'humanité depuis Gutenberg jusqu'à aujourd'hui sur les livres qui ont été publiés, c'est-à-dire 130 millions d'ouvrages, en 2 secondes. Quand je dis lire, c'est lire, stocker et indexer. 2 secondes. Ça vous donne l'ordre de grandeur de ce que nous avons conçu, et évidemment la projection de ce que ça risque de nous donner en capacité pour les années à venir. Sauf que, on est arrivé aux limites de la matière et de l'échauffement. Le plus gros problème que nous avons, dans ces nécessités de réduire de plus en plus et d'intégrer de plus en plus, c'est l'échauffement. On travaille à des vitesses qui sont désormais proches de la vitesse de la lumière, proches, c'est-à-dire 10% de la vitesse de la lumière, 15% de la vitesse de la lumière, on est proche. Énormément, donc évidemment, de développement calorifique qu'il faut extraire, ce qui est très compliqué. Et puis, on est tellement petit qu'on commence à avoir des électrons, on a fait des rails, ils sont dans ces rails, ils commencent à se tromper de rails, parce que là, on est à la limite. Donc on sait, pour faire simple, on va pouvoir aller jusqu'en 2025, 2024, avec encore un doublement ou 2. On travaille sur l'ordinateur hexaflopique, c'est-à-dire 1000 fois plus puissant, ça c'est pour 2019. Et puis après ça, zétaflopique, donc encore 1000 fois plus puissant. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est ces ordinateurs qui vont traiter des zétaflops donc par seconde. Le zéta, c'est l'unité, donc, qu'on peut, si on veut le comparer, il y a à peu près 40 zétas de grains de sable sur la planète. Donc voilà, tous les grains de sable que vous avez sur la planète, c'est 40 zétas. Bon ben, on va travailler à 40 zétaflops par seconde, pour vous donner l'ordre de grandeur de ce qu'on va pouvoir traiter en matière d'information par seconde. Par parenthèse aussi, tous les 18 mois, alors là, la loi de Moore, elle fonctionne à plein, on génère 2 fois plus d'informations que toute l'humanité en a généré depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, tous les 18 mois. Et puis, fait nouveau, on peut les stocker, on peut les retrouver. Et du reste, pour les politiques, ça veut dire que, avant, on avait l'impression de dire qu'une information en chasse l'autre. Là, on peut toujours retrouver ce qui a été dit pour le meilleur ou pour le pire. Et je pense en particulier à la dernière élection aux États-Unis où un certain nombre d'autres choses ont été dites et qui seront sans doute rappelées le moment venu à celui qui les a proférées. Mais revenons à notre sujet, et je vois bien, et on voit avec l'ensemble de nos grands clients, qu'on a la limite. Et c'est là où on commence à travailler à une deuxième application de cette fameuse révolution dont je parlais tout à l'heure, les ordinateurs quantiques, qui sont entendus, alors qui vont utiliser les propriétés quantiques que je rappelais tout à l'heure, et qui vont donner une capacité, mais absolument extraordinaire par rapport aux capacités de calcul, totalement pas décuplée, beaucoup plus que décuplée, exponentielle, pour traiter les informations de façon beaucoup plus nombreuse, et encore une fois, nous permettre d'aller chercher ces informations au niveau de la matière. Alors, quand les ordinateurs quantiques vont voir le jour, certains disent entre 2025 et 2035. Moi, en tout cas, j'ai décidé de créer la première équipe quantique d'ordinateurs quantiques en Europe. Il y en a 3 dans le monde, et dont maintenant une en Europe, très solide, en nous entourant des meilleurs experts que sont les prix Nobel français dont je parlais tout à l'heure, que ce soit Serge Haroche, que ce soit M. Aspect, que ce soit aussi les médailles Fields, parce qu'on fait beaucoup de mathématiques avec Cédric Villani, et on a créé donc ce centre de recherche dans la banlieue parisienne, avec comme objectif de commencer à programmer en quantique, à avoir de la sécurisation, parce qu'évidemment, un ordinateur quantique, il est tellement puissant qu'il va pouvoir casser tous les codes, tous, et de façon extrêmement rapide. Donc quand les ordinateurs quantiques vont voir le jour, il n'y a plus de sécurité, du tout. Vous imaginez, avec le nombre de milliards d'informations qui vont être là, qui nous concernent notre vie, qu'elle soit privée, médicale, collective, peu importe, vous imaginez ce que ça va vouloir dire. Et donc on travaille déjà avec des contrats de l'ANSSI, qui est l'Agence de sécurité des systèmes d'information. Vous avez tous entendu parler de la 5G, on travaille sur la 5G, les nouveaux réseaux 5G, qui vont permettre d'avoir beaucoup plus de capacité de diffusion et de traitement d'informations, pour avoir des nouveaux algorithmes qui soient, on dit dans notre jargon, quantum safe, c'est-à-dire en post-quantique, c'est-à-dire qui puissent résister à des attaques quantiques.
Alors là, il faut raisonner complètement différemment. Il n'y a que des jeunes qui peuvent le faire. On a recruté des dizaines de doctorants et ils sont en train de raisonner complètement différemment pour commencer à bâtir ces algorithmes qui vont nous protéger dans cette déferlante qui arrive. Mais on est bien au-delà du numérique. Parce qu'évidemment, avec mon partenaire Siemens, on travaille maintenant à des capteurs quantiques. Car on va essayer d'aller chercher notamment les petites vibrations, les petites modifications d'informations qui vont se trouver au niveau quantique pour pouvoir avoir des capteurs qui vont nous donner des informations absolument incroyables. Aujourd'hui, on en est au niveau du génome et du séquencement, mais là, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, on aura non seulement la capacité très amplifiée d'aller les chercher, d'avoir une représentation du monde, et j'en reviens à ça, qui n'est plus faite de 0 et de 1, qui était quand même extrêmement archaïque, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en quantique, on passe de bits à ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire des bits quantiques, où il n'y a plus, un qubit ne prend pas une valeur définie, soit 0, soit 1, mais il peut prendre toutes les valeurs en même temps, entre 0 et 1. Et alors évidemment, conceptuellement, c'est un peu, ça sort évidemment du cadre de ce qu'on peut imaginer. On travaille aujourd'hui avec 5 qubits. On va aux limites absolues, c'est 40 qubits. Un ordinateur de 40 qubits, c'est l'ordinateur qui est le plus puissant du monde, alors qu'il faut des milliards et des milliards et des milliards de portes logiques pour avoir l'équivalent dans le monde d'avant. Et ce qui veut dire que donc évidemment, ceci nous ouvre des perspectives absolument considérables d'intervention à l'aune, encore une fois, de la mécanique quantique, où finalement l'information ne sera qu'un des tout petits éléments qui vont nous permettre d'agir et d'interagir. Et c'est la raison pour laquelle, s'il y a une chose que j'aimerais, modestement, que vous reteniez de mes propos, c'est un peu comme il y a 30 ans, François, quand on a fait le futuroscope avec René Monori, on a dit on va faire quelque chose qui va être important pour éclairer, modestement, là où on est, nos opinions publiques, les politiques, sur ce monde qui vient, qui va être marqué à l'aune du numérique. Eh bien, dans les 30 ans qui viennent, c'est vraiment physique quantique et mécanique quantique qu'il faut avoir en tête. Vous avez aimé la révolution numérique, vous adorerez la révolution quantique. Et on n'en est qu'au tout début. On n'en est qu'au tout début, y compris sur la façon de travailler. Luc Ferry a dit quelque chose qui est très important tout à l'heure. Cette nouvelle génération déjà, je prends encore une fois, parce que je suis un chef d'entreprise, bien sûr, j'ai fait de la politique et je continue à en faire. C'est quand on a eu l'honneur d'être ministre, bien entendu, ça vous engage pendant la période où vous exercez votre mandat, mais ça vous oblige aussi ensuite, toute votre vie. En tout cas, c'est ma conception. Et donc, Luc Ferry a dit quelque chose d'important, c'est l'assiette sur laquelle on repose l'organisation sociale, la redistribution sociale, nos protections sociales, qui était finalement l'assiette d'un monde dans lequel tout le monde avait cette espèce de passeport pour la vie, qui était le contrat à durée indéterminée. Bon, au fond, après-guerre, tout le monde avait pratiquement peu ou prou un emploi, en tout cas dans une période où on était en capacité d'être productif pour la nation. Et donc, voilà, c'était une assiette comme une autre. On le voit aujourd'hui, ça n'est plus du tout la réalité. Et comme je vous le disais, moi, chef d'entreprise, ce volet de mon activité et de ma vie, dans mes N-vies, eh bien, je me dois d'essayer d'anticiper ce qui va se passer. Je vous prends un exemple. J'ai présenté il y a 10 jours, notre nouveau plan à 3 ans, parce qu'on travaille à plan à 3 ans dans l'entreprise, à l'ensemble de la communauté financière, des analystes qui nous observent. Par parenthèse, je ne fais pas de publicité, mais enfin, si vous avez investi chez Atos quand je suis arrivé, vous avez multiplié par 10 la valeur de votre patrimoine. C'est la plus grosse progression boursière de tout le secteur des technologies mondiales, comme quoi on peut être français et aussi avoir des bonnes progressions. Mais il y en a encore, on a de la marge, hein, donc vous pouvez encore investir. Et c'est ce que j'ai dit, du reste à nos analystes. Et au fond, dans ce plan à 3 ans, on a essayé d'identifier, pour faire face à la demande de plus en plus technique, de plus en plus scientifique, qui compose encore une fois le corps social d'Atos, mais responsables des ressources humaines, m'ont dit qu'il nous fallait nous préparer à embaucher d'ici la fin de la décennie, entre maintenant et 2020, dans les 4 ans qui viennent, plus de 60 000 ingénieurs. Bien entendu, 60 000. Et donc, on a commencé à regarder les profils. On le fait dans toutes les universités du monde entier, en France bien sûr, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, mais aussi en Afrique beaucoup, car je veux vraiment maintenant commencer à travailler avec le continent africain. On a créé le premier centre donc de développement logiciel en Afrique, à Dakar au Sénégal,
où notre ambition c'est d'avoir 2000 ingénieurs à l'horizon 2020. On en a déjà 400. Et là, ils m'ont dit, bah, écoute, tu sais, si jamais on veut avoir les meilleurs, il va plus falloir, bien sûr, on leur propose des perspectives formidables, bien sûr, on a des évolutions scientifiques et techniques, bien sûr, on a des parcours. Mais le problème, c'est qu'ils font partie aussi de ce qu'on appelle la gig economy. C'est-à-dire que pour un nombre important d'entre eux, ils sont d'accord pour travailler avec nous, mais plus sous un mode salarial, parce qu'ils estiment... Alors bien sûr, je mesure ce que je vous dis, hein, on est dans un monde où c'est plutôt des bacs plus 5 ou des bacs plus 7. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas s'occuper des autres, bien entendu, et c'est en particulier les thèmes de vos rencontres d'hier, aujourd'hui et de demain, dans la notion de progrès. Mais en ce qui me concerne, dans ma responsabilité, eh bien, tenez-vous bien, ils nous ont demandé de nous préparer à ce que 40% des jeunes ingénieurs que nous apprêtons à embaucher entre 2017 et 2020, 40% de ces 60 000 ne nous demandent plus du tout ni CDD, ni CDI, mais veulent qu'on puisse leur proposer des contrats individualisés où ils veulent être entrepreneurs d'eux-mêmes, avoir plusieurs activités en même temps, vendre leurs compétences, mais aussi avoir une sorte de liberté, cette sorte de liberté où ils vont être entrepreneurs d'eux-mêmes. 40%, on n'est pas 4%, 40%. C'est ça aussi le monde dans lequel on entre. Et c'est là où on voit que les principes qui ont fondé nos systèmes de reconstruction, de distribution, de partage des richesses, de formation depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, vont être balayés par ces jeunes qui viennent et qui nous demandent, nous, de nous adapter à ces nouveaux défis. Je vais terminer là-dessus parce que ça doit vous laisser réfléchir à cette notion de progrès ou d'innovation. On n'est plus du tout dans l'innovation au sens polysémantique, que parce que nos dirigeants ne maîtrisent pas assez les sciences et les techniques, où sont les Poincaré du début du siècle, qui étaient à la fois académiciens des sciences et grands hommes politiques, et qui nous ont permis de reconstruire la France? Où sont les André Giraud de l'ère pompidolienne? Il nous faut des scientifiques, des gens de la technique, qui comprennent précisément tout ça, pour non pas traduire ces événements fondamentaux qui vont bouleverser notre vie en termes d'innovation, ce qui veut tout dire et rien dire, mais en termes de progrès. Je vous remercie.